On va terminer cette causerie qui pourrait s'intituler à proprement parler. Nous sommes désormais donc le 5 octobre 2012, en parlant d'un certain nombre de notions comme l'abstraction. L'abstraction, c'est aussi une façon de nettoyer les choses. On prend un fait lourd, un fait brut, et on le conceptualise, on le renvoie à une norme, on le renvoie à un concept, et donc là également il y a une façon de nettoyer l'information. Certaines personnes ne savent pas nettoyer les informations dont elles disposent, et par conséquent elles nous fournissent quelque chose qui n'est pas propre, qui n'est pas proprement, à proprement parler, disons, digestible, acceptable. Il y a un travail de décantation qui passe par l'abstraction. Et d'ailleurs, l'astrologue doit avoir un certain sens de l'abstraction. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et la relation avec le client aussi passe par l'abstraction. Comment voulez-vous que quelqu'un qui fasse des calculs et qui n'est pas voyant fasse autre chose que de l'abstraction? Il est obligé de donner des notions générales. Et à partir de là, la personne qui écoute ce discours, elle va effectivement le compléter, lui donner de la chair, et en quelque sorte le salir, c'est-à-dire l'individualiser. Parce que quelque part, l'individuation, c'est une forme de souillure. C'est quelque chose qui se rajoute et qui est inévitablement contingent, qui est inévitablement temporaire, qui est inévitablement ponctuel. Donc la consultation astrologique implique de la part du client une faculté d'abstraction qui lui permet de relier son cas personnel à un modèle général, et il ne peut pas demander au modèle général d'atteindre le niveau de sa particularité. Et à ce niveau-là, je dirais d'ailleurs que nous avons deux relations qui sont, on peut dire, à l'écrit et à l'oral. L'écrit, quand on est en face d'un écrit, il est évident que l'écrit n'est pas censé s'adapter à chaque lecteur. Et d'un autre côté, quand nous parlons, en revanche, nous nous adaptons à la personne en face de qui nous nous trouvons. Ce n'est pas du tout la même démarche. Et l'ambiguïté de la consultation astrologique, c'est justement cela. On part d'un texte écrit, quelque part, d'une structure, d'un document, en quelque sorte. Mais, par la parole, on va aller en direction de l'interlocuteur. Et là, évidemment, ça fait problème. Parce qu'effectivement, il y a là une sorte de dégradation du discours écrit. Quelque chose qui vient s'ajouter, mais qui en même temps, en s'ajoutant, vient perturber le discours écrit et vient lui enlever sa valeur intrinsèque. Donc, je crois qu'il faut revenir sur cette réalité, je dirais, linguistique. Si les mots se ressemblent, ce n'est pas par hasard. Ça, c'est la base même d'une relation intelligente avec le langage. Comme je disais tout à l'heure, on ne va pas s'amuser à rapprocher des mots qui ne se ressemblent pas. Parce qu'à ce moment-là, notre perception psychique, mentale, est égarée. Qu'est-ce que ça veut dire que de rapprocher des choses qui ne se ressemblent pas visuellement? Qu'est-ce que ça veut dire que de dire que deux choses qui ne se rapprochent pas visuellement veulent dire la même chose? Vous êtes en train là de créer de la confusion mentale. Vous faites très attention. Donc c'est pour ça que l'enfant, il ne faut pas trop jouer avec les synonymes. Il faut rester dans les dérivations, dans les conjugaisons, dans les déclinaisons, dans les préfixations, dans les suffixations, dans les flexions, mais toujours en restant au niveau d'une racine commune. Et non pas en se dispersant, en disant oui, ça va avec ça, ça va avec ça. Les associations d'idées, c'est gentil, mais ce qui est important d'abord, ce sont les associations morpho-sémantiques, pour employer un terme un peu
un peu savant, les associations où le sens et la forme vont de pair. Donc là, en l'occurrence, même quand ce sont des étymologies, disons parfois un petit peu contestables, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que notre mental, lui, il s'y retrouve, qu'il puisse, ne fait pas un effort de mémoire considérable pour approcher des mots qui se ressemblent. C'est que ça veut dire à peu près la même chose, à peu près dans la même direction, tout en ayant une capacité sémantique qui permette de rapprocher des concepts au niveau du sens qui, tout en étant légèrement différents, convergent. Donc par exemple, là, nous avons 3 exemples intéressants. Le mot pureté, le mot propreté, le mot propriété. Alors évidemment, on sait que pureté n'est pas la même racine peut-être que propreté, mais malgré tout, on a cette formule PR, on retrouve d'ailleurs dans le père, dans le pater. Ce qui est propre et pur. Et quelque part, à partir du moment où je purifie les choses, je les restitue à leur propriété fondamentale. C'est pour ça qu'en français, d'ailleurs, nous avons curieusement 2 mots qui se ressemblent beaucoup, propreté et propriété, et qui finalement veut dire la même chose. Quelque chose, quand on dit au sens propre, à proprement parler. C'est-à-dire quelque chose qu'il faut prendre pas au figuré, mais au sens propre. Et au sens propre, ça veut dire le sens qui vient directement de la perception du mot tel qu'elle nous apparaît, et non pas par des symboliques compliquées, des associations d'idées. Bon, voilà. Et justement, à propos de psychanalyse, puisque l'association d'idées, ça fait penser à Freud, et éventuellement à Lacan, il est important de comprendre que, dans un premier temps, nos associations, elles doivent se faire avec des mots qui se ressemblent. Le fait de faire des associations avec des mots qui ne se ressemblent pas, c'est déjà un stade tout à fait différent. C'est déjà un stade, je dirais, d'abrutissement, où on ne cherche plus à comprendre, on apprend que ça et ça va ensemble, que A égale B. Bon. Et non, il faut d'abord qu'on dérive A, A', AX, AY, AZ, etc., avant de commencer à dire que A ressemble à C ou à L. Donc l'association d'idées doit être d'abord une association, non seulement de mots, une association au sein d'une même famille sémantique. Ou en tout cas avec des similitudes qui ne sont pas forcément fondées étymologiquement, mais qui gardent une certaine forme de parenté. D'ailleurs, toute la poésie, d'ailleurs, est fondée là-dessus. La recherche poétique, la quête poétique, c'est malgré tout, d'une façon un petit peu, disons, artificielle, mais c'est malgré tout l'idée, très anciennement ancrée en nous. C'est pour ça que la poésie a quand même une résonance profonde en nous, tout comme la publicité d'ailleurs, qui souvent joue sur ces notions de similitude formelle, sinon de similitude de sémantique. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, ce qui se ressemble s'assemble, c'est-à-dire ce qui se ressemble formellement doit avoir une signification commune, d'une certaine manière, doit participer d'une même signification. Et effectivement, la poésie, quand on cherche à rapprocher des mots qui se termine de la même manière, fait vaguement référence à cette idée d'un langage qui a la nostalgie de sa cohérence formelle. Il est évident que c'est pas parce que des mots ont le même suffixe qu'ils voudront dire la même chose. Mais on peut éventuellement discuter sur ce point en rapprochant des mots qui se terminent de la même manière, pour voir si ça n'a pas de rapport. Mais enfin, pour moi, c'est pas le jeu sur le suffixe est moins intéressant en général que le jeu sur le préfixe. Ce qui est intéressant dans le cas du préfixe, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la véritable rime se fait avec le verbe. On peut faire rimer comprendre et prendre et apprendre et surprendre et entreprendre. Et la variante, elle est avant et pas après. Vous voyez, donc finalement, on touche un champ extrêmement large de réflexion. Appréhender l'astrologie, c'est effectivement la cerner dans ce genre de cadre très large, de la désenclaver en l'occurrence. Alors, il est évident que nous sommes un peu piégés par l'image de l'astrologie,
par l'attente que le client a de l'astrologie et qu'il faudrait essayer de changer cette image, de changer aussi la clientèle éventuellement, de changer aussi surtout le recrutement, et de faire venir à l'astrologie des gens qui a priori n'auraient pas de raison d'y venir. Il est dommage que cette période de crise que nous traversons, avec ces périodes de chômage, ne soit pas utilisée pour justement recruter davantage au niveau de l'astrologie. Mais là aussi, il y a des problèmes de dysfonctionnement au niveau de la communauté astrologique, qui n'est pas du tout organisée, en tout cas sur le plan de sa solidarité, sur le plan par exemple de ce qu'on pourrait appeler un impôt communautaire ou un impôt professionnel. Par conséquent, elle ne dégage pas de budget pour des activités d'intérêt général au niveau de l'astrologie. Chacun a son petite activité dans son coin et il n'entend pas du tout contribuer de manière significative à un processus de recherche, de bourse, d'une quelconque importance. Ça aussi, on pourrait en discuter indéfiniment. Bon, il est certain que l'astrologie, quelque part, a besoin des statistiques. Les statistiques, c'est justement une façon de dépasser les cas particuliers. Et Michel Gauquelin, évidemment, à partir des années 1955, etc., a joué cette carte de la statistique en pensant que c'était la façon de dégager l'astrologie de son côté un petit peu empirique. Je suis assez favorable pour ma part à l'idée de statistique. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce n'est pas parce que dans un cas ça va fonctionner que ça pourra en quoi que ce soit la valeur de l'astrologie. Même une prévision qui se passe bien, qui correspond à ce qui a été annoncé, parfois est illusoire. Par exemple, ce qui s'est passé en 1989, il me semble assez clair que ce n'est pas la conjonction Saturne-Neptune qui est responsable de ce qui s'est passé à ce moment-là. Même si ça avait été annoncé à l'avance, ça n'a pas d'importance. Qu'il y ait eu un engagement de la part d'un astrologue par rapport à cette année-là, ça n'a pas une énorme importance. Il faut prendre de la distance. En réalité, ce n'est pas cette configuration-là qui a joué dans ce processus. Il faudrait analyser, il faudrait essayer. Alors là aussi, par exemple, il est évident que l'idée même de localisation d'un événement est une absurdité en astrologie. Un événement peut se produire dans n'importe quel endroit du monde, sous la même configuration. Il n'y a pas des événements qui sont propres, il n'y a pas des configurations astrologiques qui sont propres à la Russie, ou qui sont propres à l'Afrique, ou qui sont propres à la France. C'est une aberration. Et justement, c'est ça l'abstraction, c'est que justement, il faut dépasser le cas local pour voir que la configuration a fondamentalement les mêmes effets dans des contextes historiques, géographiques totalement différents. Et donc, toute façon de localiser au niveau individuel, au niveau national, au niveau local, c'est déjà une façon de charger l'astrologie de ce que j'appellerais donc une sorte de fardeau, de boulet, et donc de la salir en quelque sorte. Et surtout si l'on ne prend pas la peine de nettoyer. C'est un peu comme dans le domaine de la médecine. Pendant très longtemps, les médecins ne nettoyaient pas leur matériel, ne se nettoyaient même pas, ne se lavaient même pas les mains. Et effectivement, c'était très nocif pour les résultats. Donc effectivement, il faut aseptiser l'astrologie. C'est-à-dire qu'il faut la dégager de toutes les interférences, tous les microbes, tous les trucs tous les virus qui peuvent se greffer dessus. Il faut créer un outil qui soit un outil complètement propre